Togo Info. Le Togo à votre portée. Odiatu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, Monsieur, vous qui nous recevez 5 sur 5 chez vous sur la bande 96.3 Victoire FM. Ce matin, comme annoncé, c'est Monsieur Kissi Jean qui est député, qui fut député à l'Assemblée nationale, mais actuellement conseiller municipal au niveau d'Aplao-Gakli. Alors, honorable, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Voilà, comment est-ce que les activités se déroulent au niveau d'Aplao-Gakli pour le compte des populations qui vous ont élus là-bas? Oh, ça se déroule pas à notre satisfaction du tout. Je crois que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités territoriales nous a tiré beaucoup en arrière. Et ça démontre encore une fois ce que nous disons depuis, l'incompétence au niveau de la gouvernance nationale. Ce qui fait que je peux vous dire aujourd'hui, à la veille de Noël, donc près de 6 mois après avoir été élu, il n'y a pas encore eu un acte exécutif local que nous avions posé en tant que tel. C'est-à-dire que un projet concret mis en œuvre, le budget au moins de l'année prochaine étudié et voté, il n'y a pas eu tout ça. Vous ne l'avez pas encore confectionné ou bien peut-être adopté le budget? Non, j'ai appris apparemment que le budget a été adopté. Je ne sais, Vous avez appris? Je ne sais où. Je ne sais pas comment les choses. Il y a un problème au Togo. Non. Il y a quelqu'un avait dit à la conférence nationale, c'est les habitudes de la maison. Et on a l'impression que depuis 91 où on a dit ça, les habitudes de la maison continuent d'avoir cours dans cette république de régime dirigé anciennement par le RPT devenu aujourd'hui UNIR. Ce que moi je sais, pour avoir fait l'Assemblée nationale, je sais que dans toute assemblée, locale ou nationale, les budgets se votent de telle façon. L'exécutif, comme le gouvernement au niveau de la nation, élabore le budget. Ce budget vient à la commission qui est chargée des questions financières et économiques au sein de la dite assemblée, et puis ça passe de la commission par un premier travail pour aller vers l'Assemblée, donc le Conseil dans le cas précis, et puis c'est voté par le Conseil et ça devient notre budget. Donc, quand vous prenez ça, vous le plaquez dans l'exemple qui est pratiqué dans le monde, le budget doit être élaboré par l'exécutif, notamment le maire et ses adjoints, qui doivent l'amener à la commission des finances du Conseil. Et donc, c'est cette commission-là. Est-ce que vous avez déjà mis en place cette commission? Non. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas encore la commission qui a le droit de prendre le budget des mains de l'exécutif. Et donc, est-ce que c'est une situation particulière au Golfe 5 seul ou bien au niveau des autres municipalités, vous avez appris que eux, du moins, ils ont mis en place ces commissions? Je crois que c'est pire au niveau du Golfe 5. Parce que quand vous prenez le Golfe 6, où on a des amis, c'est même Dagbovi, un ami qui préside. Quand vous avez le Golfe 7, où on a des amis comme Gérard Adja, qui est là-bas, nous discutons entre nous. Et souvent, c'est les gens de ces mairies-là qui nous appellent, qui nous disent qu'ils veulent savoir comment ceci se fait, comment est-ce que nous faisons ceci. Et nous, on leur dit qu'on n'a encore rien fait. Mais pourquoi vous nous appelez? Ils nous disent que non. Vous avez à votre tête le président de la délégation, l'ancienne délégation spéciale. Donc, il est dans la fonction, il connaît. Donc, on considère que c'est vous qui devez avancer et nous devons copier chez vous, nous devons apprendre chez vous. Et ils sont étonnés qu'on leur dise que nous, mais de toutes les façons, on a même encore... vous ne bougez même pas d'un iota. Vous ne bougez même pas. Et ils sont étonnés. Souvent, Gérard Adja me dit en effet... blague ou on le lait à l'eau, c'est la vérité. Est-ce que tu fais de la blague ou c'est la vérité que tu dis? Mais je lui dis, mais c'est la triste vérité. Si tel est le cas, ça veut dire que peut-être c'est le gouvernement qui ne vous a pas encore donné le feu vert de pouvoir dérouler ou bien mettre en place ces commissions? Non, dans le premier temps, c'est le gouvernement qui assure le contrôle de la légalité. Donc, autour de nos mairies, les gouvernements, les préfets, qui sont les représentants du gouvernement. Donc, si les choses se passent bien,
c'est le gouvernement et les préfets qui doivent le dire. Si le circuit que le budget a pris, si c'est fait, c'est eux qui doivent le dire. S'il y a, puisque le gouvernement aussi doit avoir le dépôt de notre budget. Si ce n'est pas arrivé à temps, c'est le gouvernement qui doit le dire. Mais en premier lieu, c'est le gouvernement qui nous a tiré en arrière en donnant près de 2 mois pour la mise en place des exécutifs et puis en laissant encore près de 2 mois pour l'adoption du règlement intérieur. En principe, nous avons été élus dès le 31 juillet normalement. Tout ça a été presque bouclé, on sait qui est qui. Donc, mois août et septembre suffisaient pour mettre en place toutes les structures. Un État ne dort pas, un État ne traîne même pas. Les collectivités, la gestion nationale ne traîne pas. C'est à pas Vous avez vu quand Rawlings était venu au pouvoir ici au Ghana, comment est-ce que les choses ont évolué. Vous avez vu même quand Soro était Premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est une question, l'État c'est une question de tcha. Ce n'est pas une question de dormir, de faire la médiocrité, de faire donc. Je ne sais pas pourquoi on nous donne près de 4 mois pour faire quoi? Pour dormir, pour regarder en l'air, je ne sais même pas pourquoi. Ça, mais en réalité, le budget doit être greffé aussi au budget général que les députés doivent voter. Ou bien c'est un budget à part. Nous, on fait notre budget. Oui. Alors, il se pourrait en principe que ça vienne avant ou que ça vienne en cours, ça peut être totalement intégré. Parce que dans le budget national, il y a en gros un fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc ce fonds peut être fixé, nonobstant les budgets différents des différentes mairies. Eux-mêmes doivent faire l'évaluation et doivent fixer ce fonds. Si, après l'élaboration de nos budgets, les compétences qui nous ont été transférées, donc dont nous avons besoin d'argent pour assurer, il se fait que nous avons besoin de plus d'argent, ils peuvent au niveau de l'Assemblée dans un temps faire un collectif budgétaire pour essayer de modifier, de compléter, etc. Donc c'est comme ça que ça doit être fait. Mais ils doivent veiller à ce que nous, en fait c'est le gouvernement. Vous êtes élu pour travailler. Pour travailler, le gouvernement a la chance de veiller à ce que notre budget soit fait assez tôt. Le 30 novembre déjà, nous aurons pu faire nos budgets. Nous, comme on est venu nouvellement, on aurait pu faire soit un budget primitif tout simplement, ou tout simplement un budget d'évaluation des principales activités, des principaux besoins de l'année prochaine. Quitte à l'année prochaine de faire un réel budget. Mais que ce soit l'un comme l'autre, le circuit doit être le même. On devait nous mettre en place très tôt et l'exécutif doit concevoir. Ça vient à la commission des finances. La commission des finances travaille, soumet le résultat à l'adoption du Conseil et c'est voté, on envoie le gouvernement pour contrôler, voir le contrôle de légalité si c'est bien fait. Oui, mais pourquoi n'avez-vous pas besoin de poser la question à M. Aboka Agbenigan pour comprendre pourquoi ça traîne afin qu'il s'explique? Mais combien de réunions nous faisons? Nous n'avons même pas encore de salle pour faire les réunions. Vous savez où on fait les réunions? Nous supplions la maison des jeunes d'Ama Dahomey de nous passer une salle. Et si une salle est disponible, c'est là-bas où nous faisons nos réunions. Mais c'est dans votre ressort territorial du moins? Oui, c'est dans notre ressort territorial. Mais bon, c'est une maison nationale des jeunes. Ça ne nous appartient pas, en fait. Donc, moi, la dernière fois... Donc, vous n'avez pas encore trouvé un cadre où doit être la mairie du Golfe 5 pour le moment? On nous a dit de siéger en attendant dans l'ancien bâtiment, l'état civil qui est derrière au but là. Voilà, mais ce n'est pas un bâtiment qui est destiné à une mairie. Dans un premier temps, on nous a loué l'ancien cabinet Kouzeao. C'est là-bas que nous avons élu les maires et leurs adjoints. Et on a installé les gens, mais on s'est rendu compte que le cabinet n'a pas été désinfecté. Donc du coup, il y avait un gros danger. On a été obligé de quitter là-bas. Et on s'est replié un peu sur le bâtiment de l'état civil qui n'est pas adapté pour être une mairie. C'est comme ça que nous caracolons. Mais moi je dis, même si c'est sous des arbres que nous devons faire nos choses, on peut travailler. L'essentiel c'est de travailler. Le besoin grand sur le terrain. Voilà, l'essentiel c'est de travailler. Je leur ai même dit au deuxième conseil qu'ils disent qu'on n'a pas encore de bâtiment, donc on va voir. J'ai dit on ne va pas attendre. Si c'est sous des arbres qu'on doit faire des réunions, faisons nos réunions et commençons par agir. Oui, mais vous célébrez du moins les mariages en attendant? Oui, je crois qu'il y a quelques célébrations de mariage. Finalement, les mairies se résument à la célébration des mariages et puis à la légalisation des pièces. Dans un pays qui est dans l'urgence, c'est ça, c'est dommage. 6 mois après l'élection des... Non, oui, mais et vous, qu'est-ce que vous voudrez bien sûr qu'on fasse maintenant afin que rapidement tout se mette sur les rails? Un principe, c'est-à-dire que
le problème est toujours posé. C'est-à-dire que sur tout le champ, nous le disons, mais vous avez l'impression que nous nous exagérons. Je vous dis, le principe, ce qui pose problème, c'est que le Togo est un poisson pourri par la tête. Si on ne dissèque pas la tête, rien ne se passera. C'est le gouvernement qui doit nous mettre au pas. C'est le gouvernement qui est le contrôleur de l'égalité, etc. C'est lui qui doit pouvoir demander aux mairies, bon, vous faites ceci, il doit donner le temps pour mettre les choses en place rapidement, et puis nous devons évoluer, il doit suivre. S'il y a un temps, une date où nous devions déposer notre budget devant le ministère de l'administration territoriale, mais si ce n'est pas fait, il doit être écrit par le truchement du maire à tous les conseillers, pour que nous, finalement, nous puissions aiguillonner les choses pour pouvoir évoluer. Moi, j'ai écrit, on a une plateforme, et j'ai écrit dessus pour demander, mais est-ce que ce ne serait pas bon de nous convoquer au moins pour réfléchir à la manière d'élaborer notre budget pour l'année qui va suivre? Je crois que j'ai écrit ça, ça fait 3 semaines, rien ne vient en retour. Mais bon, je suis que simple conseiller. J'ai pas voulu rentrer dans le bureau, je suis que simple conseiller. 1 sur 23, je suis là. Et vous observez. Et simplement, dans votre petit coin. Alors, comme il va. Monsieur Kissi-Jean, nous allons aborder d'autres questions qui sont éminemment politiques. Alors, il s'agit de la décision. D'abord, on va parler un peu de la louange et de la prière à Dieu. Hier, on s'attendait à vous voir aussi au stade pour prier Dieu afin de le remercier, mais généralement, les opposants ne viennent pas. Pourquoi? Ah, voilà, j'avais voulu parler de ça. Oui. Pendant que nous ne travaillons pas au niveau de la commune, vendredi, on a été sur Malou Militari de venir prendre un courrier pour une formation. Et cette formation, nous avons pris le courrier. Je voulais même vous apporter le courrier. Cette formation est liée à ce que vous dites qu'on a organisé au stade hier. C'est-à-dire qu'on voulait... Formation? Oh, oui, on voulait, mais après je vais vous balancer par WhatsApp. On voulait nous faire une formation samedi. On dit formation, un truc mind, éducation de réflexion, je ne sais pas, éducation conscientive ou consciencieuse. Et puis, dans le programme, on commence par ça et on finit par la participation à l'événement d'hier. Alors moi, je me suis demandé, mais de quel droit les gens se permettent de nous convoquer par l'instrument de nos mairies et de nos maires pour nous dire, pour nous mettre dans un schéma comme ça? Vous savez, la religion est une bonne chose, et je suis un bon catholique. Mais un État se gouverne, ça ne se gouverne pas dans les églises. Et il faut faire en sorte que la religion ne soit pas l'opium du peuple, et la religion ne soit pas l'instrument par lequel on berne le peuple. Vous savez, la situation dans laquelle nous sommes au Togo, nous sommes dans une marche de libération. Comme les Israéliens l'ont été dans l'Exode. Nous sommes dans une marche de libération. C'est-à-dire que quand on parle dans la Bible, il ne faut pas voir tous les événements comme si des gens sont sur le chemin du Sinaï. C'est des symboles que l'on utilise. Et les symboles, c'est pour caractériser l'état des populations à un certain moment. Nous, au Togo, aujourd'hui, depuis 90, nous sommes dans une marche vers la libération du Togo. Et dans ces conditions-là, il n'y a qu'une seule mission que Dieu donne aux pasteurs. Allez dire au Pharaon de libérer mon peuple d'Égypte. C'est leur seule mission. Il n'y en a pas d'autre. Ce qu'ils font là, aller prendre de l'argent des gouvernements, des ministres, des anciens, etc. et venir faire des choses, je ne considère pas que c'est leur mission en ce moment. Va dire au Pharaon de laisser sortir mon peuple d'Égypte. Et c'est ce que Monseigneur Kodjo fait aussi bien, et très bien alors, dans la situation du Togo d'aujourd'hui. Si vous êtes en mesure de prendre votre cercueil sur la tête, et d'aller dire au Pharaon la façon dont vous gouvernez le pays, ce que ce pays connaît depuis un certain moment, les morts qu'on a après les manifestations, les groupes d'autodéfense, que ce n'est pas bon. Dieu n'accepte pas ça. Dieu a besoin de liberté pour son peuple, alors vous faites un bon devoir de pasteur. Je serai là. Mais quand vous allez, c'est pour aller chanter. Mais avec, au même moment, vous occultez le fait que nous devons être soumis à toute autorité établie par Dieu. Quelle est l'autorité établie par Dieu? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Vous confondez les choses. Vous confondez les choses. Si la Bible dit ça, l'autorité établie par Dieu, pourquoi le Pharaon, Moïse a défié le Pharaon? Pourquoi Nabucodonosor, tout ça? Vous lisez seulement une partie de la Bible. Moi, je vous conseille d'aller relire la Bible. Quand on parle d'autorité, vous savez,
quand vous prenez la Bible, dans notre version actuelle de nation, d'état du monde, vous ne comprendrez rien. Parce que quand les gens parlent d'autorité et de pouvoir, on parle de, quand vous retournez, on parle de nous saints. Et quand vous allez, par exemple, dans le... Vous savez, vous vous souvenez de Jean-Paul II. Vous vous souvenez quand Jean-Paul II était venu au Togo? Oui, c'était en 1985. Jean-Paul II était allé dans le temple Nigblin à Togoville. C'est la première fois qu'il rentre dans un couvent. Il est venu au Togo et l'une de ses intentions, c'est d'aller là-bas. Il est allé là-bas, il a enlevé ses chaussures, il est allé et il a embrassé le sol là-bas. Depuis là, quand il descend partout, il embrasse le sol. Quand vous voyez le symbole de Jean-Paul II embrasser le sol, vous n'avez pas l'impression que c'est un truc magique, un truc spirituel. Vous avez cherché à savoir ce qu'il y a derrière. Je voulais dire tout simplement que quand la Bible dit un certain nombre de choses, c'est dans un état, c'est dans une situation. Au moment de Jésus, ils ont vécu tel qu'on est à Vémé ici, sous la direction d'un pharaon. Et c'est en ce sens que Jésus parlait. Je ne veux pas être plus prêtre que les gens. D'accord. Mais quand même, vous devez savoir aussi que rien n'est aujourd'hui qui n'a jamais été. On parle de nous saints. C'est nous saints, ça veut dire que toi qui commandes le pouvoir spirituel que tu as pour régner sur les gens, c'est ce pouvoir-là qui vient de Dieu. Ce nous saints-là, ce n'est pas un premier ministre qui perturbe son alors, donc, si je comprends bien, vous ne trouvez pas, ce n'est pas ça l'autorité dont on parle. Pas utile d'aller prier le Seigneur, lui dire merci, du moins de nous avoir préservé, gardé, en tout cas, d'avoir préservé l'intégrité territoriale de ce pays et d'avoir gardé, ou du moins, les citoyens en vie, en bonne santé. J'ai prié le Seigneur. Hier encore, moi, j'étais à l'église. Oui. Et je crois que ce que j'ai fait à l'église hier, Fatima avait dit, était utile pour moi. Je prie le Seigneur pour qu'il ouvre finalement la sagesse de nos dirigeants, pour qu'il s'ouvre vers le peuple et qu'il libère le peuple. Moi, c'est la prière que je fais tous les jours. C'est ça, moi, ma mission en ce moment, en tant qu'homme politique cherchant un peu de liberté pour son pays. Voilà, c'est ce dans quoi je me retrouve. La religion doit se séparer de la politique aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais pourquoi vous dites que la religion doit se séparer de la politique? On doit faire la distinction, le distinguo, bien sûr. Mais vous, c'est-à-dire que vous connaissez Jésus. Jésus est appelé un grand révolutionnaire. Mais j'achève. Si tu veux, hein, il y a des livres, moi, je vais te donner, que tu vas lire. Il y en a qui vont te choquer. Il y en a qui vont te révéler un certain nombre de choses. Mais tu vas voir la profondeur d'un certain nombre de choses. Jésus est un grand révolutionnaire. Hein? Il a lutté contre le pouvoir romain. Et Moïse est un grand révolutionnaire qui a lutté contre le pharaon. Ils ont été investis d'une mission divine. Et voilà, c'est de cette mission divine qu'est investi tout homme de Dieu. Que lorsqu'un peuple se trouve dans une situation de l'exode, leur mission, c'est d'aller dire au pharaon de laisser sortir le peuple de Jésus d'Égypte. Voilà, tout simplement. Alors, M. Kissi-Jean, le gouvernement a décidé vendredi de pouvoir modifier, bon, pas modifier, mais recomposer la Cour constitutionnelle. Vous avez été député, vous êtes d'ailleurs un acteur politique. Comment avez-vous apprécié l'initiative prise par le gouvernement? Moi, c'est-à-dire, on est dans un problème. On est dans des dilemmes et dans un problème au Togo. Comment allez-vous recomposer la Cour constitutionnelle? Quand j'écrivais ma tribune, c'était juste un peu après que la délégation de l'ONU et de la CEDEAO, conduite par Ibn Chamba, soit venue au Togo. Alors, j'étais étonné qu'ils viennent faire l'évaluation de la situation et savoir comment les choses évoluent, ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, je me suis demandé, mais est-ce que ce n'est pas la CEDEAO elle-même qui a imposé la feuille de route et imposé dans la feuille de route les conditions minimales qu'il faut pour organiser une bonne élection? Mais vous-même, là, vous avez prédit les règles qui permettent d'organiser une bonne élection. Maintenant, ils ont prescrit. Voilà, ils ont prescrit. Et maintenant, vous revenez pour nous dire quelle est la situation, comment est-ce qu'on peut organiser. Mais mettez en œuvre au moins ce que vous-même vous avez déjà prescrit. Et c'est là où je disais que la feuille de route de la CEDEAO préconise la recomposition de la Cour constitutionnelle et le renforcement du processus électoral, notamment une CENI inclusive. C'est leur thème. Et j'ajoute que cette demande de la CEDEAO à propos de la CENI rejoint ce que préconisait déjà la PG, en l'occurrence une CENI composée de manière équilibrée entre le pouvoir et l'opposition. Donc voilà un peu ce que moi je dis. Ça veut dire que lorsqu'on prévoyait la recomposition de la Cour constitutionnelle, on le prévoyait dans la feuille de route.
ce n'était pas pour qu'une assemblée monocolore nommée puisse être là et puisse composer une cour constitutionnelle. Donc, la réforme constitutionnelle faite ne permet même pas d'avoir une cour constitutionnelle que nous voulons. Parce que quand nous allons à une élection, nous voulons que les institutions qui jouent le rôle d'arbitre soient neutres ou bien au moins composées de manière égalitaire entre les deux camps. Vous ne pouvez pas vouloir aller jouer un match et vouloir que le match soit transparent et que l'arbitre est un boiteux. Il y a un pied qui est plus solide que l'autre pied. Ça ne marche pas. Donc, comment est-ce qu'ils vont recomposer la Cour constitutionnelle? Oui, voilà. À partir de cette recomposition... prévu quand même pas oui. les tests votés, en tout cas promulgués le 15 mai dernier. Oui, mais est-ce que ce texte-là même est bon? Ce texte, vous savez, le texte promulgué a juste donné les 2 tours. Mais il a donné, vous savez, le pouvoir, souvent, quand il donne d'une main, il bloque des autres mains. Il a donné les 2 tours et il a bloqué tout le reste. Ce texte dit que le Sénat, que le président de la République continue de nommer un tiers du Sénat. Quand, avec le Sénat, les élections que nous avons, le Sénat, le président de la République nomme encore un tiers. Le Sénat sera majoritairement boité le pied droit vers le pouvoir. Pourquoi À partir de ce moment, vu la nomenclature aujourd'hui ou bien l'agitation que nous avons au niveau des élus locaux, si le chef de l'État nomme le tiers, vous pensez que ça serait encore penché vers un côté? Vous avez vu dans la pratique de ce pays que le chef de l'État a nommé des gens et qu'il a nommé des gens de l'opposition? Vous avez vu? Et c'est pour ça que moi, dans ma tribune, je demande la cogestion. Parce que, en définitive, je ne sais pas, ce n'est pas une loi biblique qui dit que dans un pays, qu'il y a un groupe qui doit être gouverné et l'autre doit être en train de regarder et en train de critiquer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que, parce que souvent, vous écoutez, les politiques disent, oui, dans une démocratie, c'est que les uns doivent gouverner et les autres doivent rester pour critiquer. Il n'y a aucune loi biblique qui dit ça. Pourquoi tout le monde ne peut pas ensemble, comme les Allemands le font souvent dans la grosse coalition, dans des situations comme le nôtre, se mettre ensemble dans la cogestion pour gérer une situation dans un compromis global et faire évoluer le pays avant de revenir à ça. La cogestion dans votre tribune au niveau des institutions ou bien au niveau du gouvernement? Quand je mets la cogestion, c'est au niveau de toutes les institutions, et le gouvernement et tout le monde. Le gouvernement recomposé? Mais naturellement, recomposé avant ou après les élections, qui parle par exemple qu'il n'y a pas lieu d'organiser ces élections-là, parce que les règles ne sont pas justes, et tout le monde le sait. Parce que même le recensement qui a été organisé, des gens étaient devant les bureaux de vote, on les a renvoyés à la maison. Ce qui n'est pas normal. C'est le droit de tout le Togolais de pouvoir s'enregistrer. Donc les élections ne seront pas bien, comme Tikpi le dit. Et lui, il dit, il faut organiser une transition de 2 ans avant les élections. Mais certains disent qu'ils vont aller aux élections. Comprennent dans un cas comme dans l'autre, nous avons besoin d'une transition qui, certains donnent une explication d'une transition sur les radios avec laquelle je ne suis pas d'accord. Quand vous avez un mandat... En tout cas, M. Timoré, qui est le chantre de la transition, il a quand même étayé à plusieurs fois. Non, mais ça, je comprends. Oui. Quand vous avez un mandat de 5 ans, et que vous le placez sous le signe de la transition, c'est différent qu'on vous impose, la situation vous impose une transition. Une transition, c'est une période déterminée, qui généralement n'atteint pas un mandat, pendant laquelle beaucoup d'institutions sont en veilleuse, parce que vous gouvernez l'État suivant les accords et les compromis que vous avez faits entre vous. Voilà, c'est-à-dire que dans l'esprit, voilà ce qu'on appelle une transition. Oui, mais est-ce qu'il y a eu urgence aujourd'hui pour qu'on aille à une transition? Oui, mais nécessairement, on a besoin d'un dialogue et d'une transition. Il y a crise dans le pays? Mais naturellement. Il y a crise au Togo? Joachim, oh, c'est quoi? C'est de la myopie? Mais comment vous pouvez dire? Nous avons connu une crise. Et cette crise a abouti, au pire, par une élection monocolore ou une assemblée dite votée par moins de 10%, que nous appelons assemblée nommée. Donc la crise s'est empirée. En quoi la crise est résolue? De la situation où nous sommes partis, où nous, on avait au moins le tiers de l'opposition à l'assemblée, où on est devenu aujourd'hui une assemblée monocolore. Mais comment pouvez-vous dire qu'il n'y a plus que... Je ne sais pas hein, quel est le sens... Oui, je ne sais pas, c'est vous qui n'avez pas les mêmes compréhensions. Aux élections législatives de décembre 2018, raison pour laquelle aujourd'hui l'Assemblée est ce que vous dites. C'est de manière volontaire qu'un parti bien créé refuse de participer à une élection. Vous croyez que c'est une question de Pinon Mdjomo? Vous croyez que c'est une question comme ça? Faut-il recomposer la Cour constitutionnelle ou bien plutôt
mettre les institutions en berne, en veilleuse, et aller à la transition que vous êtes en train de préconiser. Nous considérons... Mais avant de répondre, permettez, on va d'abord marquer une petite pause. Audi Actu, du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité. Il s'agit de monsieur Kissi Janssen, député également élu municipal ou conseiller municipal au niveau d'Aplaou-Gaclé. Nous sommes dans le Golfe 4, Golfe 5 autant pour moi, lequel Golfe est dirigé par monsieur Aboka Kossi Agbenyegan. Alors, monsieur Kissi Jean, je vous posais la question tout à l'heure de savoir comment vous voyez la recomposition de cet écoute constitutionnel pour que tout cela puisse être accepté par tous. Parce que, en écoutant tout à l'heure, ce matin d'ailleurs, madame Brigitte Adjamago, elle a évoqué le cas du Sénat, dont vous avez parlé. Oui, naturellement. Monsieur, professeur David Doucet a également martelé ce même aspect. Oui, de toutes les façons, la recomposition de la Cour constitutionnelle, que nous appelons de manière globale, le déverrouillage des institutions, a besoin d'un compromis, donc d'un dialogue. L'exemple que je vais vous donner, le cas le plus difficile qui a été résolu, c'est le cas de l'Afrique du Sud, au moment où Nelson Mandela était venu. Les Blancs ne voulaient pas lâcher, parce qu'ils se sont dit, mais si on laisse, ces gens sont majoritaires, ils vont nous dominer. Comment on fait? La loi fondamentale qu'ils voulaient adopter, ils ont demandé par quel pourcentage ils vont l'adopter, et ils vont savoir qu'eux aussi, ils sont obligés de donner leur accord avant que cela ne soit fait. Et en ce moment-là, au moment de la CODESA, la Convention pour une Afrique du Sud démocratique, ils ont imposé que ce soit 75%. Sachant que, quelle que soit la force de l'ANC, les autres partis vont avoir un peu. Et que si on demande que c'est à 75%, qu'on élise les institutions, qu'on fasse tout, il est nécessaire qu'on demande leur avis, leur accord sur un compromis avant de pouvoir évoluer. Parce qu'un pays dans cette situation a besoin d'un compromis. Donc c'est sur cette base-là que l'orientation est allée et que finalement, ils ont pu trouver un compromis. Quand vous revenez au Rwanda, quand bien même Paul Kagame a gagné la guerre, il y a eu une situation qu'il a gérée avec le pasteur Augustin Bizimungu, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il a fallu que, quand bien même Kagame a gagné la guerre et pouvait régner sur les autres, il a cherché à trouver un compromis de la cogestion. Aujourd'hui, quand vous allez dans la constitution du Rwanda, le gouvernement, c'est toujours une cogestion. Vous comprenez? Donc, le Togo, pour le déverrouillage des institutions et même pour un compromis qui permet de sortir de la crise, a besoin nécessairement d'un dialogue. Un dialogue qui fixe les règles, les modes de reconstitution des institutions. Et c'est ce que Mme Adjamago demandait tout à l'heure. Oui, mais est-ce qu'il y a eu ce dialogue? Mais quel est le problème? Que celui qui nous gouverne, qui a pris le pouvoir, de quelle manière on le sait, refuse même de discuter avec les autres de la classe politique. Pendant longtemps, nous, vous savez que je fais partie d'un courant qui est le centre du dialogue. Et on nous l'avait même reproché. On nous disait même que c'était de la trahison le fait de vouloir tout le temps le dialogue. Mais finalement, les autres sont venus au dialogue. Et au moment des difficultés de la C14, même ceux qui restaient avaient demandé à rencontrer le chef de l'État. Et ils ont rencontré le chef de l'État. Mais pendant ce temps-là, le pouvoir accusait un certain nombre de l'opposition d'extrémisme. Que c'est eux qui sont des extrémistes, ils n'aiment pas le dialogue, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Maintenant, si toute l'opposition a rejoint ce courant de dialogue-là, comment se fait-il qu'eux au pouvoir, maintenant, ils peuvent refuser le dialogue? Ça veut dire que c'était des alibis qu'ils utilisaient. Voilà. Sans ce dialogue-là... C'était des alibis? Oui, mais sans ce dialogue... Mais le gouvernement parle toujours de dialogue et d'ouverture d'esprit. Oui, mais qu'est-ce qui empêche de faire le dialogue? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui donc, si je comprends bien, pour recomposer la Cour constitutionnelle, il faut nécessairement un dialogue. Pour le déverrouillage de toutes les institutions, ce n'est pas seulement la Cour constitutionnelle. Pour régler la crise togolaise, pour le déverrouillage des institutions, il faut... Le temps presse, pourquoi? Nous allons où? Nous allons au ciel à pied? Non, les Togolais vous ont dit qu'ils veulent aller au ciel à pied? Non, le 22 février. 22 février, quoi? C'est l'élection présidentielle. Mais comment? Pendant longtemps, on n'a pas organisé les élections locales ici. On a mis combien d'années? Et pourtant, c'est un délai constitutionnel. Ou bien est-ce que les locales ne sont pas, les collectivités territoriales ne sont pas dans la Constitution? Mais ça sert à quoi de courir? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Il y a risque d'avoir un vide institutionnel. Qu'est-ce que vous appelez vide constitutionnel? Vous avez vu où? Vous avez vu le vide constitutionnel où? La Constitution a tout prévu. Il a prévu comment gérer la situation. Vous préférez courir tout le temps, faire de l'accélération, aller tomber dans le gouffre,
et après on va persécuter certains, ceux qui ne sont pas d'accord, on va dire que le PNP a fait ci par ici, il a fait ça, etc. Vous croyez que le problème est résolu? Aujourd'hui, on est dans une situation où le PNP demande une transition. Si on ne fait pas de la transition, le PNP va dire qu'il ne va pas aller aux élections. Et on va continuer à persécuter le PSP. Autant qu'on persécute le PNP va avoir l'assentiment de la population, qui est déjà majoritairement contre le pouvoir. Et c'est un cercle qui continue. Mais pourquoi en tant que... Moi j'ai cru, les conditions dans lesquelles M. Sozimna est venu au pouvoir, j'ai cru qu'il allait vouloir régler les antécédents de l'ancien régime en s'ouvrant à un grand compromis national pour remettre ce pays sur des rails. Mais on attend des années, il veut toujours être candidat, il veut un 4e mandat, mais il ne fait jamais rien dans ce sens-là. Alors que le sacrement que les Togolais ont fait et que j'ai fait avec, dit qu'aucune personne, qu'il soit un dieu, un demi-dieu, ne doit plus faire plus de 2 mandats au pouvoir. Il en fait déjà 3. Et il veut un 4e et il va y aller. Il y a même des gens qui trompent, qui disent que les choses traînent parce que ce n'est pas sûr que Ford va aller aux élections. Je vous dis, hein, les choses sont déjà conclues là-bas. Il ira. Il a décidé d'y aller. Il va faire son premier mandat en 2020. Ah, donc vous, là, il change de nom ou bien il n'a jamais fait de mandat au Togo? C'est ce que les militants disent. D'ailleurs, c'est ce que M. Akles Achole a dit, qu'il faut cette clarification dans l'esprit des Togolais. À partir de 2020, le champion va faire ou entamer son premier mandat. M. Akles a donné une autre signification à ce qu'on appelle premier. Le mot premier, là, le dictionnaire de UNI a une autre explication pour le mot premier mandat. Autrement dit, le compteur est remis à zéro. On n'a jamais fait un mandat dans ce pays. Je crois que non. Il faut nous, la constitution de 92, la seule que le peuple ait jamais votée, c'est un sacrement que le peuple a donné. Vous pouvez, si vous avez les armes et les baïonnettes, lui imposer des choses. Mais le sacrement est toujours dans le cœur du Togolais. Que cette constitution était venue régler 2 problèmes. Le problème de la longévité au pouvoir et le problème de la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. C'est de ça que le Togo a souffert pendant longtemps. Et c'est ça que la Constitution est venue régler. Aussi longtemps que vous continuez de piétiner ça, le problème togolais ne va pas être réglé. Et on sera dans la crise permanente. Et quand est-ce que vous allez annoncer votre candidature, M. Kissi Jean? Laquelle? Votre candidature. Oh, mais c'est pas une question de moi. Si pendant un certain nombre de mois, je n'ai pas parlé, c'est parce que je considère qu'il faut une stratégie commune pour aller à ces élections. Une stratégie unitaire. Si les gens comprennent mal le mot unitaire, c'est ce que j'appelle stratégie commune. En tout cas, le socle. Ce que la C14 dit, ou bien votre proposition, votre idéologie est différente. Ma stratégie est encore plus, je ne sais pas, plus diplomatique que ce que la C14 dit. La C14 a commencé à 10 candidats uniques. Moi, je ne parle pas de candidat unique. Je ne suis même pas certain que la meilleure des choses était le candidat unique. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que si on met un candidat unique ou on met 2 ou 3 candidats stratégiques, que c'est celle-là qui permet de répondre. Mais l'essentiel, qu'on met un candidat unique ou 2 ou 3 candidats stratégiques, c'est que la stratégie doit être commune. Ceux qui doivent nous aider dans les bureaux de vote là, même si c'est 2 candidats, ceux-là, le groupe qui doit les accompagner, doivent appartenir à tous les 2 candidats. Comme ça a été fait au niveau du RHDP. C'est ce que moi je dis. Je dis ça parce que moi-même j'ai été aux élections locales. Dans ce petit coin-là. Je t'assure que les membres des bureaux de vote que moi-même j'ai cherché, avec mon équipe, au Doudou, mes jeunes qui sont très actifs, mais le matin du vote, ceux que nous avons cherché formés, on se rend compte qu'il n'y a que 45% que nous avons entre les mains. Les 55% des bureaux de vote, on ne pouvait pas les occuper. On a été obligé sur le champ d'aller chercher des gens. Alors je me suis rendu compte de ce qu'on nous disait, qu'un parti pris jamais seul ne peut assumer tous les bureaux de vote et contrôler la fraude seul, surtout en voyant le bourrage d'urnes à visage découvert que UNIR a fait au niveau des locales. C'est-à-dire qu'avant, la fraude était encore plus diplomatique. Mais au niveau des locales, ils avaient tellement peur que c'est à visage découvert qu'ils bourraient les unes boîte. Mais quand vous avez vu ça, et que la fausée n'arrivait pas à intervenir, je me suis dit, il faut une stratégie commune qui encadre. Vous savez, quand nous sommes dans une stratégie commune, on dit aux Togolais, même si on a 2 candidats à l'intérieur, 3, ou peut-être une candidature commune, on dit aux Togolais, on est ensemble, mobilisez-vous ensemble. J'attends que les enseignants, dans tous les milieux, puissent sacrifier une journée de leur travail pour aller nous aider dans les bureaux de vote pour obtenir l'alternance. Ils n'ont pas besoin nécessairement de gagner de l'argent.
Le jour où vous saurez que tous les enseignants vont se dire, eh bien, maintenant c'est nous-mêmes qui allons rester dans les bureaux de vote. Nous voulons que les élections soient transparentes. Nous ne le voulons pas seulement pour l'opposition, mais nous voulons veiller à ce que les réels résultats sortent. Oui, et qu'ils n'ont pas besoin d'argent pour ça, oui, mais vous allez voir que... Est-ce que tous les enseignants sont des militants de l'opposition? Mais est-ce que, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé d'opposition? Ah non? Non, j'ai dit un acte de foi. Que quand ils y vont, ils ne vont pas dans ces bureaux de vote pour dire que lorsque UNIR a 100 voix et que l'opposition a 70 voix, il faut qu'ils aillent changer et mettre la voix de UNIR à la place de l'opposition. Non, ils y vont avec la profession de foi qu'étant des enseignants, devant enseigner aux enfants que eux, ils ne vont dire que ce qui est juste et qui se passe dans les bureaux de vote. Quand il va y avoir cette mobilisation, et cette mobilisation, nous ne pouvons l'avoir que si nous disons aux Togolais, nous allons aux élections ensemble. J'en ai eu la preuve lors des élections locales. À quoi est due cette abstention massive au niveau des élections locales? La première raison, c'est que les populations étaient déçues qu'on aille à ces élections, Tobu Nobu, séparés. C'était un des éléments. Déçus de vos comportements? Déçus de nos comportements, de nos divisions. Mais à partir de ce moment, il faut en tirer... Vous avez tiré les leçons? Mais il faut en tirer les leçons. Moi, j'en ai tiré. Mais j'ai l'impression que plusieurs dans l'opposition n'ont pas tiré les leçons parce que plusieurs veulent encore aller chacun de son côté. Donc, monsieur Kissi n'est pas d'accord sur la multiplicité de candidatures au niveau de l'opposition? Mais on ne peut, aucun parti ne peut aller gagner ces élections seul. Aujourd'hui? Ce n'est que ensemble. Mais, je vous ai dit les 2 tours qu'on a offerts là. C'est du bluff, c'est de la poudre aux yeux. C'est du bluff. En fait, vous n'y croyez pas? Mais, quand vous avez 2 tours, mais les élections ne sont pas transparentes, vous irez où? Moi, j'ai vu même des barons et des anciens barons du régime qui ont eu le courage de me dire que mais, ce que vous voyez là, mais quand vous avez 2 tours et que les élections ne sont pas transparentes, si vous n'avez pas une stratégie générale commune, vous ne pouvez pas réussir. À partir de ce moment, vous croyez ce que le Togolais de la rue du CE2, le Togolais de la 4e comprend? Est-ce qu'il faut aller faire une leçon à nous, les opposants, à nous, les leaders, pour que nous puissions le comprendre? Oui, mais je vous rafraîchis un peu la mémoire. À ce jour, nous avons, par exemple, M. Jerry Tamadjunet, Dr Ton Aubin, il est indépendant Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Mr. B, indépendant professeur Olou de Adi, Gabriel Sodi, pasteur Dokomi, pasteur Kwekpoda, indépendant Dr Nyagnon, indépendant Guillaume Kodo de Obu, de MPDD, un certain Spiegel venu d'Allemagne et un autre candidat du mouvement Les Rassembleurs pour l'instant. Alors voilà tout ce beau monde. Mais on n'a pas encore le nom du candidat de UNIR. Et vous pensez que tout ce beau monde va abandonner? En tout cas, chacun va abandonner son ego pour venir maintenant se ranger derrière un tiers? Mais est-ce que le Togo ne mérite pas beaucoup de respect que ce que vous m'avez cité là? Franchement. Le Togo ne mérite pas beaucoup de respect? Moi, mon temps est précieux pour les Togolais. Posez-moi des questions. Tous ces noms que vous me citez là, moi, je ne sais pas, depuis quand ils ont eu un petit mandat du peuple? Depuis quand? Vous savez, il y a des partis qui sont là, qui ont eu un petit mandat du peuple, qui en ont eu à répétition. Ceux-là, je crois qu'ils ont besoin d'être dans une dynamique commune. Parce que ces élections-là, ou bien ce ne sera pas transparent, et à la fin, nous décidons de ne pas y aller, quand les résultats sont bouclés d'avance, c'est un seul siège. Il n'y a pas de raison d'y aller. Ou bien, on est en mesure d'obtenir un certain nombre de minimums et on s'organise pour y aller ensemble. Donc, si on décide de ne pas aller à ces élections, et que l'ANCI va, c'est un parti de poids, les communautés internationales vont dire, mais un parti de poids de l'opposition a été, pourquoi vous voulez dire que le chef de l'État, il est allé aux élections seul? Et la crise que cela peut déclencher pour que sa résolution règle le problème togolais ne va pas être là. Il est de même du CAR. Si les autres partis décident par exemple finalement de ne pas y aller, et le CAR décide d'y aller, on va dire qu'un parti crédible y est allé. La notoriété que l'ADI a acquis ces derniers temps, avec sa présence à l'Assemblée, etc., ce sera la même chose. Donc, il y a lieu de convaincre toutes ces entités-là qu'ils soient dans une dynamique commune. Qu'on sache qu'on peut prendre la chose, le bloquer dans une bataille, un véritable combat. C'est le mot guerre électorale que je ne veux pas prononcer. Mais je pense à une véritable bataille électorale contre la fraude que nous avons vue au niveau des locales. Quand nous nous mettons ensemble dans cette bataille-là, ok. Mais si malgré tout ce que nous faisons, nous voyons à la veille de la campagne que de toutes les façons, les dés sont pipés, ces gens ne lâcheront rien, c'est ensemble que nous devons décider que ces élections ne valent pas la peine et qu'il ne faut pas y aller et que Fort n'a qu'à y aller seul avec les gens de la mouvance. Voilà un peu la dynamique. Et c'est dans cette dynamique-là que moi je propose dans ma tribune
C'est dans cette dynamique-là que je vois aussi le PNP, parce qu'en prenant la dynamique comme ça, ce que le PNP dit et ce que ceux qui parlent de stratégie commune dit se rejoignent quelque part. Mais monsieur Kissia, vous entend parler, apparemment c'est comme si vous avez été marqué négativement au cours des élections locales. Mais naturellement, le Togo, c'est-à-dire que... D'abord, monsieur Gado a une question à vous poser. Oui, monsieur Gado, vous êtes en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Kissi, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Oui, bon, à la mairie, là, puisque vous avez dit que c'est l'habitude de la maison, peut-être il fait un peu de temps avant d'éradiquer tout ça. Patience. Bon, ma question, la CEDEAO s'en mêle toujours la CEDEAO. Cette fois-ci, êtes-vous prêt à manger sa sauce, monsieur Bonjour? D'accord. 92 02 80 63 22 21 80 99. Vous avez une question à poser donc à notre invité, monsieur Kissi Jean. Alors, vous êtes le bienvenu. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami, mais la radio à côté de vous, ça marche pas très bien du tout, hein? Décidément, la liaison n'est pas du tout correcte. C'est pour que nous puissions bien écouter ou bien recevoir notre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur? C'est monsieur Fabrice depuis Toti. Oui, Fabrice, nous vous écoutons par rapport à la question. Oui, j'aimerais remercier l'ancien député ce matin pour les fois qu'ils abattent. Nous avons l'habitude de diriger bon nombre de dirigeants dans ce pays qui ne font pas bien leur travail. Mais ce matin, j'aimerais parler dans le cadre des journalistes. Les journalistes aussi n'ont qu'à faire leur part aussi. Les journalistes, beaucoup de journalistes aussi n'ont qu'à faire leur part. D'accord. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'attaquer les opposants, de poser certaines questions seulement, non. Il faut que les journalistes aussi fassent leur part. Oui, les journalistes ne sont pas quand même des acteurs politiques ni des militants de partis politiques. Il faut en tout cas faire la part des choses. Merci. La question est notée tout de même. Et nous accueillons notre intervenant sur le 92 02 80 63 puisque la ligne filaire le 22 21 80 99 ne marche pas. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Messin Charles. D'accord Charles, nous vous écoutons. Ok, oncle, bonjour. Bonjour, monsieur Messin. Ok, juste pour vous remercier. Ma question, c'est pour vous dire, tous les opposants du Togo, de rester unis. Parce que nous sommes des citoyens togolais, c'est nous qui souffrent. Voyez nos mamans au marché. Rien ne marche. Rien ne marche. De toute façon, nous sommes derrière vous. Tout ce que vous avez nous besoin, on va vous faire ça. D'accord. Merci Charles. Et nous allons accueillir l'autre intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Allô, bonjour Bachel. Bonjour cher ami. C'est Jacques. Jacques, nous vous écoutons. Et bon, vraiment je remercie aussi mon frère assez honorable. Ok, moi j'ai une préoccupation. Seulement je salue aussi le patron Agboibo. C'est le seul homme politique que moi j'ai vu dans ce pays. Seul homme politique. Parce que ce monsieur sait jouer vraiment ce qu'on appelle la politique. Autant d'éléments, aujourd'hui il y a un peu de changements, c'est grâce à Agboibo. J'aimerais inviter les gens ici de vous combattre, c'est pas d'écouter ce qu'ils vont combattre. Sinon, les gens qui, des fois, ils essaient de dérailler un peu. Ma question est celle-ci. Est-ce que les opposants togolais sont moins intelligents que les opposants gambiens? D'accord. Bien noté. Avant-dernier auditeur 92 02 80 63 pour permettre à notre invité de pouvoir répondre aux uns aux autres. Allô? Allô, allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? C'est Juliette depuis Abidjan. Julienne. Juliette. Juliette, nous vous écoutons madame. Ok. Bonjour monsieur Jean-Kissi. Bonjour ma soeur.
Ok, j'ai une question. Et la main sur la conscience, et hier vous étiez à l'église, et tout à l'heure vous avez parlé de Dieu. Entre nous, vous êtes le secrétaire du cas. Et l'autre fois, sur un journal Tana, et sur votre truc là, des gens qui sont en solo. J'aimerais savoir, ça est-il pour le cas? D'accord, bien noté, Madame Juliette. Et je crois maintenant le dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, cher ami, c'est monsieur? C'est monsieur Toudi. D'accord, la question? Ma question ne va pas à monsieur Jantifi, mais ça va à vous. Pardon? Je dis ma question ne va pas à monsieur Jantifi, mais ça va aux journalistes. Je ne reçois pas, je ne suis pas l'invité, mais je suis l'animateur, s'il vous plaît. Ok. Voilà ma question. Je dis pourquoi on ne peut pas organiser un débat, appeler les leaders de l'opposition face à face et tout le monde explique pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble. D'accord. Bien noté, cher ami. Alors, monsieur Kissi, il nous exhorte à organiser un débat et appeler les candidats ou disons les acteurs politiques de l'opposition et leur poser la question à tout de rôle. Pourquoi vous ne pouvez pas être ensemble? Est-ce que il urge de le faire encore? Oui, mais je considère qu'il a posé une bonne question. Mais des voix plus autorisées que vous l'ont fait, est-ce qu'ils ont eu les résultats? Monseigneur Poudreau est une voix très autorisée. Il a l'âge qu'il faut pour être respecté par tout le monde. Il a l'habit qu'il faut pour ça. Mais est-ce qu'il a été écouté par tout le monde? Ça, c'est ce que moi j'appelle souvent les pesanteurs socio-politiques au Togo. Il y a dans tous les pays. Les gens ont cité le cas de la Gambie tout à l'heure. Est-ce que les opposants gambiens sont tellement différents? Ils sont plus intelligents. Ils voulaient même dire que les opposants togolais. Moi, je ne crois pas. Parce que dans tous ces pays-là, ils avaient désigné Adama Barrow seul. Il n'était pas le premier responsable. Il n'était même pas le premier responsable. Il était trésorier adjoint. Oui. Adama Barrow, il était trésorier adjoint. Ils voulaient tout simplement quelqu'un qui est en mesure de mettre un peu d'argent. Adama Barrow était dans l'immobilier. Oui. Le chef était en prison. Donc, ils ont fait. Adama Barrow est devenu président. Et ils sont dans la dynamique transitoire. Mais qu'est-ce qui se passe au Togo? Au Togo, les gens vont dire, mais si ce n'est pas moi là, donc l'autre n'a qu'à rester là-bas. Disons-nous la vérité. C'est ce qui trompe dans notre tête. Et nous faisons. Mais quand nous avons dit, vous savez, dans un certain nombre de pays, vous prenez le Burkina, Roch Christian Kaboré. Il était le dernier à quitter le Blaise Compaoré. Macky Sall. Il était le dernier à quitter Ouad. Il a quitté même après Idrissa Seck. Mais c'est lui qui est passé. Mais il peut arriver dans une situation, et moi, vous savez, je ne veux pas faire des révélations. Il peut arriver des moments où des gens ont cherché quelqu'un avec qui on peut faire une transition. Si aujourd'hui on dit... Et qui s'est sorti du système? Mais qui avait été dans le système, mais qui était en mesure d'être mieux accepté par le système, dont les pesanteurs socio-culturels, ethniques répondaient. Mais moi je vous dis aujourd'hui, si même on me dit que par exemple, un Pascal Bodiona qui est en opposition, qui est sorti du régime, et qu'il devient une personne intermédiaire, que les deux peuvent accepter, les ambassadeurs peuvent accepter, pour faire une transition, pourquoi je vais refuser? On dit comme candidat unique? Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Je dis que dans la tête des Togolais, c'est souvent la catégorisation est faite, les accusations sont faites, parce que dans la tête derrière, ce qu'il y a, c'est que si ce n'est pas moi là, et que c'est l'autre qui est en mesure de passer, donc monsieur Sozim Nayatimbe n'a qu'à rester là-bas. Ça se passe souvent dans nos têtes. Même moi je me dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Donc les uns les autres ne veulent pas lâcher du lest. Moi, ils veulent coûte que coûte être toujours... Je suis un catholique fervent. Oui. Si je ne l'étais pas, j'allais dire que, comme on dit chez nous, qu'on a fait la passe sur nous, quoi. Parce que quelquefois, tu te poses les questions et tu te demandes. Vous savez, ma tribune, j'ai mis un intitulé en pied de page de ma tribune, où j'ai dit, si nous, victimes, ne voulons pas nous battre ensemble comme des frères, nous périrons ensemble dans la misère comme des cons. Et bien donc, voilà, si pendant un temps, dans ce pays, quelqu'un le disait tout à l'heure,
Agbo-Ibo, ayant suscité le processus démocratique, aurait pu servir de compromis pour que le pouvoir parte, et Adema était prêt à partir. Mais des gens ont cherché à le tirer vers le bas pour qu'eux-mêmes, ils montent d'abord. Quelqu'un d'autre, il vient devant, non? L'autre aussi va le tirer aussi vers le bas pour monter d'abord. Et nous sommes dans ce cycle-là, dans un éternel recommencement. Si c'était un Boko, un Wolu, ou bien quelqu'un, j'ai donné l'exemple d'autres tout à l'heure, il y a des noms qui circulent. Le nom de Kakonou Bouko a circulé, Podar, son nom a circulé. Mais si, comme les Congolais l'ont fait, toutes les grandes entités, je l'ai dit dans ma tribune, les grandes entités représentatives, hein, le CAR, l'ANC, l'ADI, le PNP, etc., ces entités représentatives, autour de ces personnalités qu'on dit, on les met tous ensemble, comme les Congolais sont allés faire à Genève, et on nous dit, nous voulons parvenir à une candidature commune, ou à 2 ou 3 candidatures stratégiques, mais le groupe que nous avons ici, là, si nous avons ces candidatures-là, nous les gérons ensemble. Tous les gens compétents que nous avons dans nos partis pour être dans les bureaux de vote, ils n'appartiennent ni au cas ou à l'ANC, mais ils appartiennent à tout le monde. Ils travaillent pour tout le monde. Vous croyez que nous ne pouvons pas réussir cette bataille? Est-ce que vous prêt quand même à manger cette fois-ci la sauce de la CEDEAO? Oh non, non, laissez-moi, je vous ai déjà dit, non, c'est pas ça, j'ai commencé. Et maintenant, vous avez le soutien de Charles et bien d'autres. On a un peu enquiquiné les journalistes, mais la toute dernière question, avant-dernière question, avez-vous divorcé avec le CAR? Non, comment? Parce que je vous connais comme secrétaire national du CAR. Non, moi, mais vous évoluez en solo, a dit madame. Non, je ne suis pas quelqu'un qui divorce, qui évolue en solo. Vous savez, moi j'ai fait l'exil en Europe pendant un certain temps. Et j'ai suivi un certain nombre de responsables. Je peux citer Jacques Attali, je peux citer Jack Lang, je peux citer Joschka Fischer en Allemagne. Quand la situation devient critique, ces gens-là ne sont pas les esclaves de leur parti. Quand la situation devient critique et le cas a des la situation a des difficultés, toi en tant que personnalité, ce que tu penses, ta réflexion, tu le poses sur la table. Et c'est ça la tribune que j'ai publiée. J'ai posé cette réflexion. Donc vous n'avez pas divorcé avec le parti de M. Agbo-Ibo. Peut-être la réflexion n'est pas encore, l'idée, la ligne n'est pas encore acceptée totalement dans le parti, mais il faut que la ligne soit exposée pour que toute l'opposition puisse s'en saisir. Si ce n'est pas bon, si tout le monde dit que ce n'est pas bon, je recule. Mais si la population soutient, je considère que je dois travailler dans toutes les entités et même dans mon parti pour que l'idée là soit acceptée. Entre-temps, il y avait cette affaire de Judas Iscariote et Jésus entre l'ANC et le prélat. Mais hier, Monseigneur Philippe Faloko Podro a pris son baptême de pèlerin et il est parti rencontrer M. Jean-Pierre Favre. Plus de 2 heures de temps, les deux personnalités ont discuté et effleuré tous les problèmes que rencontre le pays. Oui, mais quand Jésus est décédé, il a pardonné, Judas, il n'a pas pardonné. Avant même que Judas ne décède, avant même que Judas n'ait trahi, Jésus l'a déjà pardonné. C'est ma réponse. Je ne dirai pas plus. Monsieur Kissi, merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et c'est fini. Madame, messieurs, vous tous qui nous avez suivis, Coco le Parisien. Merci pour l'accompagnement technique.